Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ce plateau du débat du 12-15. Toujours heureux de vous retrouver. Le 16 novembre dernier, la majorité des électeurs gabonais a voté oui au projet de nouvelle constitution proposé par l'exécutif de la transition, dont l'une des principales innovations sur le plan politique est le passage du pouvoir exécutif bicéphale à un exécutif monocéphale. Des types de constitution. Le cas du Gabon, c'est le thème de notre débat du 12-15 et pour en parler, nous recevons nul autre que le docteur Alain-Patrick Ndieu, qui est politiste, politologue, il est docteur en sciences politiques. Docteur, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, docteur Eban Ella, qui est maître de conférence CAMES. Maître assistant CAMES. Docteur, bonjour. Bonjour, docteur. Vous êtes docteur, maître assistant CAMES en philosophie politique. Exactement. J'y arrive. Alors, docteur Alain-Patrick Ndieu, les électeurs ont voté à majorité en faveur de l'adoption de la nouvelle constitution, 91,80%. Quelle lecture faites-vous? Merci de me donner la parole. Ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que les perfides trompeurs ont été vaincus. Alors, tous ceux qui ont critiqué le projet constitutionnel sur la concentration des pouvoirs du président, sur le président monarque, sur le président dictateur, alors, tous ceux-là ont perdu parce que leur argumentaire a été aujourd'hui... Allez-y, oui, poursuivez. Leur argumentaire aujourd'hui ne vaut plus rien parce que les électeurs, la population a compris en fait qu'il n'y avait pas concentration de pouvoir comme ont pu le faire remarquer certains de nos compatriotes. La population a compris qu'il n'y avait pas concentration de pouvoir. Docteur Ella, partagez-vous la même lecture que le docteur Ndieu? Plus ou moins, je suis d'accord avec lui. Juste pour ajouter que le vote était référendaire et il appartenait à la population, au peuple, de se prononcer sur les deux choix qui lui étaient proposés, à savoir le bulletin vert et le bulletin rouge, le bulletin pour le oui et le bulletin pour le non. Et le peuple a fait le choix de voter à la majorité, et non, on dirait même à la majorité absolue, et non à la majorité relative, parce que le score, il est quand même relativement important. Le score relativement important, mais on parle également d'un taux de participation estimé à 53,54%. Est-ce que cela porte atteinte à la légitimité du texte? Je répondrai par la négative, parce qu'en matière de vote, surtout sur le plan démocratique, ce qui est pris en compte, ce qui est retenu, ce qui consiste davantage à retenir les attentions, c'est le suffrage universel. Le suffrage, c'est le vote. Et le vote est universel lorsqu'il s'est exprimé. On tient en compte le vote en faveur du résultat attendu. Voilà, en faveur, on va dire, du résultat de la victoire. Voilà. Dès lors qu'on prend en compte tous les suffrages exprimés et que l'on finit par départager les différents votes exprimés, le résultat qui sort de là est ce résultat qu'on appelle le suffrage universel. Donc maintenant, est-ce qu'il y a eu des abstentions? Est-ce qu'il y a eu des bulletins nuls? Est-ce qu'il y a eu des bulletins blancs? Tout cela, ça rentre dans la catégorie des éléments que je viens d'indiquer. Docteur Ndieu, et vous, cette abstention, est-ce qu'elle porte une tâche à la légitimité du texte? Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut, quand on analyse cette abstention, on comprend que ça n'entache en rien la légitimité du texte constitutionnel. Alors il faut dire déjà qu'il est certains de nos compatriotes qui n'ont pas pu actualiser leur lieu de vote. Hein. Ça c'est un fait. Donc du coup qui n'ont pas pu participer au vote, donc ça explique déjà en partie l'abstention. Derrière, il y a aussi nos perfides trompeurs qui sont allés dans les quartiers, dans les villages, partout, pour dire n'allez pas voter, n'allez pas voter. Et enfin, dernier argument, il y a un traumatisme du peuple gabonais. Parce que quand on regarde ce taux d'abstention, il y est quasiment le même depuis 2009. Aujourd'hui, les Gabonais n'avaient plus confiance en leur pays, n'avaient plus confiance en leur patrie. Certains ont dit, bon, nous allons dans les bureaux de vote, on va voir si vraiment les choses ont changé. D'autres ont dit, nous préférons rester chez nous, attendons de voir à observer si ce référendum sera un référendum transparent.
Et c'est ce qui résultat des courses? Mais ce qui explique un référendum transparent, et c'est ce qui explique d'ailleurs le taux de 91%. Aujourd'hui, on peut tout dire sur le référendum, mais on ne peut pas contester la transparence de cette... On ne peut pas contester la transparence des résultats. Et d'ailleurs, on a vu que 24 heures après, déjà samedi au soir, on avait des tendances. Et le lendemain, les résultats provisoires ont été proclamés par le ministre de l'Intérieur. Donc, en attendant effectivement la confirmation par la Cour constitutionnelle, eh bien, c'est clairement un large plébiscite en faveur de ce texte. Mais pour entrer plein pied dans notre émission, docteur, quels sont les différents types de régimes politiques en sciences politiques? Bon, là, la question est très simple. Pour nous, bien sûr, qui sommes spécialistes de la matière, nous avons le régime présidentiel, le semi-présidentiel, semi-parlementaire, et nous avons le régime parlementaire. Pour ce qui est de notre Constitution, nous avons opté pour le régime présidentiel. Et sur ce point, il faut relever, parce qu'il y a eu, tout a été dit, et parfois ce qu'il ne fallait même pas dire a été dit. Quand un pays, un État choisit d'adopter un régime politique, il faut savoir que le régime politique n'est pas une loi, un brevet qu'on doit appliquer in extenso. D'accord. Tous les pays qui ont adopté le régime présidentiel, à la base qui est à l'origine un régime des États-Unis, avez-vous entendu les États-Unis dire que voilà, vous n'avez pas respecté comme nous? Non. Ce n'est qu'un modèle, une souche, et nous en faisons une greffe dans notre espace politique local. En tenant compte de la réalité locale. Mais bien sûr. Donc, le régime tel que nous l'avons, régime présidentiel, il était même difficilement adaptable. Et je remercie même ceux qui ont travaillé, les experts qui ont travaillé sur ça, parce que c'était une véritable gymnastique intellectuelle. C'est le peuple qui a décidé de choisir le régime présidentiel depuis le dialogue national inclusif. Et il appartient aux experts maintenant d'adapter en fonction de l'égalité. Regardez simplement, je n'ai pas entendu lors des débats qu'il y a eu, je n'ai pas entendu certains dire que oui, mais pourquoi on n'a pas un État fédéral? Alors que le régime présidentiel, normalement, il tient sa source même dans un État fédéral. Oui, mais justement, on a parlé de mise en œuvre d'un régime présidentiel. Docteur, et là, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on est là face à un régime présidentiel ou un régime présidentialiste? Alors, c'est un jeu de mots et on voudrait chercher les griefs là où ils n'existent pas. Le texte de la Constitution qui est désormais validé est clair. C'est vrai que le concept même, je ne crois pas qu'on puisse le trouver dans ce texte. Mais il y a des éléments à l'intérieur qui indiquent qu'on est bel et bien dans le régime de type présidentiel. Très bien. Alors, et parmi ces éléments? Parmi ces éléments, vous avez par exemple... l'exécutif monocéphale? Le monocéphalisme. On est sorti de l'exécutif bicéphale. On est rentré dans le monocéphalisme. Pratiquement le système exécutif des États-Unis d'Amérique. Parce que vous savez très bien qu'aux États-Unis, on a un président, on a un vice-président, mais il n'y a pas de gouvernement. Le président est entouré d'un cabinet. Je voudrais, pour aborder la question relative à la typologie des régimes, dire dans le prolongement de ce que le collègue venait d'énoncer et que je salue, qu'il y a... la propension est toujours celle de ramener les régimes à trois, c'est-à-dire cette trinité qu'est le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime semi-présidentiel. D'aucuns parlent également du semi-parlementaire. Mais il y a aussi des régimes considérés comme des formes de gouvernement. Là, nous parlons, dans le cas du présidentialisme, nous parlons des régimes comme forme d'organisation de la vie politique d'un pays. Mais il y a aussi des régimes considérés comme des formes de gouvernement. C'est le cas de la démocratie. Et même à l'intérieur du parlementarisme et du semi-présidentialisme, vous trouvez des formes à l'intérieur de régimes politiques. On parlait par exemple du bicéphalisme tout à l'heure, de l'exécutif, du pouvoir exécutif. Mais à l'Assemblée nationale, au Parlement en général, vous avez ce qu'on appelle le monocaméralisme ou le bicaméralisme, par exemple. C'est des formes de régime également. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, docteur Eban est là. Et justement, nous, pour le cas de la Constitution qui vient d'être plébiscitée donc, par la majorité des Gabonais, à quelle forme de régime pourrait-on avoir affaire? La forme de régime du Gabon ou bien la forme de constitution? La forme de régime en tant que tel. Parce que la forme de constitution, on est là face, on l'a dit, à un régime présidentialiste, à un régime présidentiel. Mais à quelle forme de gouvernement?
Bon, je crains bien qu'on ne fasse pas le distinguo entre forme de constitution et forme de régime. D'accord. Et forme de gouvernement. Si nous parlons de forme de gouvernement, nous répondrons à la question relative à la forme de gouvernement. Si nous parlons de régime, maintenant, si nous rentrons dans la constitution, là, c'est une autre paire de manches. Pour le moment, nous sommes d'accord, le collègue et moi, et je crois même vous, que nous sommes dans un régime de type présidentiel. Voilà, le jeu de mots auquel les uns et les autres veulent se prêter. Bon. Alors donc, lorsqu'on a un gouvernement présidé par un président du gouvernement qui coordonne l'action donc de ce gouvernement, à quelle forme de gouvernement a-t-on affaire? C'est un gouvernement démocratique. Je vous ai dit qu'il y a, dans les régimes, il y a des régimes politiques considérés comme des formes d'organisation de la vie politique. Il y a aussi des régimes considérés comme des formes de gouvernement. Et parmi les formes de gouvernement, vous avez la démocratie, l'aristocratie, la monarchie et même la république, l'aristocratie, la tyrannie et bien d'autres encore. Et dans le cas d'espèce qui est le nôtre, nous avons affaire à une forme de gouvernement de type démocratique. D'accord. Disons que ça, c'est l'inspiration du texte. Après, dans les faits, cela pourra se vérifier si effectivement on est là face à une forme de gouvernement démocratique ou vers des dérivés. Quelles sont les implications du régime présidentiel, docteur? Bon, alors sur le régime présidentiel, la figure centrale, le président de la République, mais il faut qu'on sache que le président de la République ne dirige pas dans un périmètre indéfini. Dans un État qui soit présidentiel, semi-présidentiel ou parlementaire, nous sommes dans un État légal, rationnel, démocratique. Le président de la République gouverne en tenant compte de la loi fondamentale. Vous voyez ? Et donc, là, la nouveauté, comparativement à ce qu'on avait avant, c'est qu'on a un président de la République qui nomme un vice-président, et vice-président qui a des fonctions de suppléance, et qui nomme aussi un vice-président du gouvernement, qui assure l'activité, qui coordonne l'activité gouvernementale. Et il faut dire que dans ça, pour ceux qui ont fait un peu la haute administration, parce que j'ai fait partie de la haute administration aussi, à la primature notamment, j'étais conseiller politique du Premier ministre, le président ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Entre la politique étrangère, entre les différentes activités de l'État, il ne peut pas tout faire. Donc l'idée que certains avaient, c'était que voilà, le président il est fort, il est tout suprême. Il n'a même pas le don de la bilocation pour être partout au même moment. Donc forcément, il délègue. Vous imaginez que le Premier ministre ait tenu une réunion interministérielle et le président de la République arrive d'un voyage et qu'il dise que voilà, non, vous m'annulez tout ça. Ça ne se passe pas comme ça en haute administration. Il y a un vice-président du gouvernement, il fera son travail. Et le travail sera soumis au président de la République. Et le président de la République a des conseillers qui vont juger de la pertinence ou pas de ce travail. Donc, ce n'est pas, nous ne sommes pas dans un État monarchique. Il faut vraiment que les gens oublient cette question. Nous ne sommes pas dans un État monarchique où le président viendrait, il arriverait partout où il voudrait et modifierait les choses comme il voudrait. Non. Il y a la loi qui encadre son pouvoir. Docteur, donc à partir de cet instant, quelle était la raison fondamentale qui a peut-être poussé donc à ce qu'on supprime le poste du Premier ministre pour l'amener à forme de vice-président du gouvernement? Oui, la question est tout à fait bien posée. C'est le passé. Vous savez, la Constitution aussi, c'est le récit de notre histoire socio-politique. On a vu ce qui s'est passé dans les derniers temps. Moi, je suis même surpris de voir certains se défendre en disant que oui, le président est un super président, un président hyper présidentialiste, excusez-moi la redondance, mais il faut savoir une seule chose. La plupart des premiers ministres, qu'on interroge un peu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on n'a jamais gouverné. On ne faisait qu'exécuter les ordres du président de la République. Des premiers ministres. Même dans les années 80, il y a un Premier ministre qui a fait les années 80 jusqu'à 1990 qui l'avait dit. Bah alors, nous avons tenu compte de tout ça. Je pense que nous, parce que nous parlons au nom du peuple, nous sommes aussi du peuple, et nous avons dit, mais pourquoi maintenir, rendre le Premier ministre responsable alors qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Donc, ça colle déjà une réalité sociopolitique qui est là. Les premiers ministres précédents ont toujours dit qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Le dernier Premier ministre, là, il a aussi dit je ne suis responsable en rien. Donc voici une première explication. La deuxième, c'est que le régime semi-présidentiel souffre un peu d'une hypocrisie constitutionnelle. Ça veut dire que le Premier ministre n'est pas élu, mais c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée. Il est député.
Le Premier ministre. Mais en tant que... Le Premier ministre devrait être issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Non, ça c'est dans le régime... Là, on est dans le régime parlementaire, où le Premier ministre devient... le chef de la majorité devient automatiquement le Premier ministre. Mais le président n'est pas obligé de choisir le Premier ministre dans sa majorité. Il peut venir d'ailleurs. Donc, première raison, c'est que les Premiers ministres ont été démissionnaires, ils ont dit qu'ils n'ont jamais dirigé. Deuxième raison, c'est que c'est pour établir une sorte de justice républicaine. C'est le président qui est élu, c'est lui qui a la majorité des pouvoirs démocratiques et c'est lui qui doit être responsable, comptable, évidemment, de la gestion du pays. C'est pourquoi il est président, il est chef du gouvernement. Et donc aujourd'hui, il assume clairement ses responsabilités dans cette constitution qui lui confère la prérogative de chef du gouvernement. Alors, monsieur le docteur Eban est là. Est-ce que le monocéphalisme est en contradiction avec l'équilibre des pouvoirs? Je ne crois pas. Au contraire, il y a cohérence entre les deux. Il y a continuité entre les deux. Monocéphalisme, ça nous met de plein pied dans le régime de type présidentiel. Voilà. Et ça veut dire que, comme disait le collègue tout à l'heure, il n'y a plus de poste de Premier ministre. C'est carrément supprimé. Le président de la République est désormais secondé par un vice-président et ensuite par un vice-président du gouvernement. Donc il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction possible parce qu'il y a plutôt cohérence, convergence avec le régime de type présidentiel. Cohérence et convergence avec le régime de type présidentiel, mais dans le cas d'espèce, le président conserve quand même la prérogative de dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut dire à ce sujet, excusez-moi, mais cette question d'équilibre des pouvoirs, et là encore parce que nos pourfendeurs, ceux qui sont contre le projet constitutionnel qui a été adopté, je félicite encore nos compatriotes qui ont été clairvoyants et qui ont été justes envers la République. Quand on parle d'équilibre de pouvoir, ça ne signifie pas que le président a 4 pouvoirs, la Constitution aussi, le pouvoir législatif 4 pouvoirs, le pouvoir législatif 4 pouvoirs équilibre, ça ne se passe pas comme ça. La figure de proue d'un régime politique, c'est le président de la République. Très bien. Équilibre veut dire que le président va forcément interagir avec les autres pouvoirs. Les autres pouvoirs peuvent aussi interagir sur le président. Le président ne peut rien faire sans consulter les autres pouvoirs. C'est ça l'équilibre des pouvoirs. Tous les autres pouvoirs ont des pouvoirs et ils interagissent. Voilà. L'Assemblée peut, évidemment, quand on va parler de nomination des emplois civils aujourd'hui sur des fonctions civiles, l'Assemblée peut dire, et vous avez vu, peut donner son avis. Oui, si le président... Non. Voilà, c'est ça l'équipe des pouvoirs. Ça ne veut pas dire que égalité parfaite des pouvoirs, ça n'existe nulle part, dans aucun pays, même dans les pays les plus démocratiques. Mais comme on peut le comprendre en forme d'interaction. C'est l'interaction. Oui, docteur, au plan pratique, le fait que le gouvernement ne soit plus responsable devant l'Assemblée nationale ne risque-t-il pas de faire en sorte qu'il y ait un écart entre les préoccupations des populations et l'action du gouvernement? Mais il ne peut pas avoir un écart. Vous voyez, on a toujours fonctionné à l'envers dans ce pays. Quand il y avait grève, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale ou l'enseignement supérieur, nous sommes, voilà, ressortissants de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qui se passait? On laissait le ministre de tutelle et on allait à la primature. Mais est-ce que le Premier ministre était là pour régler ces problèmes? Il était en fait le fusible. Il était infusible. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand des choses n'allaient pas, on tapait sur le Premier ministre et on disait qu'il y avait problème au niveau du dysfonctionnement au niveau du gouvernement et il fallait enlever le Premier ministre. Là, ce qui est important, c'est que le président va assumer du début jusqu'à la fin. Ça aussi, c'est quelque chose quand même. Ouais, il va assumer du début jusqu'à la fin. Il ne va plus se cacher en disant que c'est le Premier ministre qui est mauvais, on le change. Ou bien lorsqu'il y a des crises sociales, il suffit de changer de Premier ministre pour ramener la calmie. Sans résoudre le problème. Ouais. Vous voyez, là maintenant, c'est là le bienfait de cette Constitution. Le président est responsable maintenant devant le Parlement et devant le peuple dans tout ce qu'il fera. Pendant sa mandature et après sa mandature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui renforce la démocratie dans notre pays. Oui, non, j'allais ajouter que c'est même cette non-responsabilité qui garantit davantage la liberté du législateur et même la séparation des pouvoirs dont on parlait tout à l'heure. Le législateur se trouve désormais dos au mur face au peuple qu'il a élu et il a désormais le devoir de le représenter. Donc
il a le devoir de le représenter, il a le devoir, il détient des outils pour pouvoir justement mettre à la disposition du gouvernement les préoccupations des populations. Aujourd'hui, quels sont les outils que détiennent l'Assemblée nationale? Il y a un point essentiel, c'est concerne le pouvoir législatif. Il y a qu'aujourd'hui, le parlementaire n'est plus soumis, n'est plus le vassal de son parti politique. Vous savez qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Je suis dans un parti politique, on doit voter une loi, même si elle est en faveur de l'intérêt national, mais parce que j'ai reçu des consignes d'un parti politique, alors je suis obligé de voter dans le sens du parti politique, au détriment de l'intérêt national et de l'avenir de notre beau pays. Aujourd'hui, les parlementaires ont déjà cette liberté de dire voici un texte qui va dans le sens du développement politique et économique et social du pays et je vais le voter même si mon parti ne vote pas. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ils influent déjà sur le système politique sans compromission. Ils ont aussi, là, les interpellations qu'ils peuvent faire au gouvernement. Oui. Alors, docteur, il y a une question qui me taraude l'esprit. Imaginons un seul instant que le président de la République n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passerait? Ce qui se passerait, c'est que le pays connaîtrait une panne politique. Il y aurait un blocage, il y aurait un statu quo à l'Assemblée nationale et il faudrait procéder dans une moindre mesure à la négociation ou au vote de défiance. Voilà. On le sait que le président a la prérogative de dissoudre une seule fois au cours d'un mandat l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un élément qui pourrait faire en sorte justement que si le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, qui dissout l'Assemblée nationale et que malgré tout, il n'obtienne pas la majorité présidentielle, c'est que ce serait un rejet de sa politique? Mais le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, quand il le veut. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale quand il le veut. Et cette histoire de majorité, il faut revoir le régime présidentiel. Qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui? C'est vrai qu'on n'a pas voté des individus, on a voté un texte, mais la tendance est au bicéphalisme, même partisan. Le oui, le non. Oui. C'est la tendance du régime présidentiel, démocrate, républicain. Et on tend un peu vers ça. Oui. Vous voyez? Et donc, si vraiment le président venait à perdre la majorité, ce qui est sûr, c'est que ça crée un blocage et on va dans des négociations. Deuxième point, il est difficile de voir dans un régime présidentiel le président élu perdre la majorité lors des élections législatives. Il y a une forme de cohérence. Il y a une forme de cohérence parce que on se dit, bon, on fait confiance au président de la République, il a été élu, et on lui donne la chance de pouvoir réaliser tout ce qu'il a promis. Et c'est pourquoi le peuple, en général, de manière générale, l'élection législative n'est que la continuité de ce qui se fait au niveau élection présidentielle. Et c'est ce que nous espérons d'ailleurs pour notre beau pays. Parce qu'il faut éviter cette situation de... Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le Gabon se développe politiquement, économiquement et socialement. Nous appelons les populations à faire quoi? Nous, en tant que chercheurs, en tant que politiques aussi. Parce que je fais partie d'un parti politique, l'Union socialiste progressiste. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire de la politique pragmatique. Votons, choisissons ce qui permet au pays de se développer. Votons et choisissons ce qui permet au pays de se développer. Docteur Edban est là. Un dernier mot pour conclure avant de nous séparer. Je m'inscris dans le prolongement de ce que disait le collègue tout à l'heure. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus. Ils sont élus, ils bénéficient de la légitimité, ils ont été mandatés par le peuple. Et à un moment donné, il arrivera que le président mette en place son propre parti politique et quelques députés, quelques futurs députés pourront en amont militer dans ce parti politique et se présenter sous le label de ce parti politique. Vous comprenez que s'ils obtiennent déjà la majorité à l'Assemblée nationale, c'est très difficile que les projets formulés par le président de la République soient bloqués au niveau du Parlement. Donc, c'était pour compléter des éléments. Le président a la possibilité d'avoir donc sa majorité à l'Assemblée nationale. Mais un mot quand même sur la question de la justice. Avec notre projet de constitution, il y en a qui ont décrié le fait que le président reste président du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'en réalité, il s'agit beaucoup plus d'une situation administrative qu'autre chose? C'est de l'ordre du formalisme.
comme je vous disais, le président ne peut pas avoir le don de la bilocation, être partout. C'est l'ordre, ça rentre dans les exigences même d'un régime politique. Le président doit être forcément à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, mais il n'influe pas dans les décisions que prennent les juges. Évidemment les juges. Simplement, c'est ce que les gens doivent comprendre. Il n'influe pas dans les décisions que prennent les juges parce que là également, dans ce texte, il y a des avancées qui favorisent l'indépendance des juges. On a parlé de l'inamovibilité des juges. Ce sont des éléments qui ont été inclus justement pour garantir l'indépendance des juges. Merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation de Gabon 24 qui nous a permis d'éclairer davantage l'opinion sur le texte qui a été voté, on le rappelle, à plus de 90% par les Gabonais. En attendant donc la validation par la Cour constitutionnelle de ce texte, je rappelle que nous discutions du thème des types de constitution, le cas du Gabon, et nous recevions le docteur Alain Patrick Ndjie, qui est politiste et docteur en sciences politiques, et à ses côtés, le docteur Eban Ella, qui est maître assistant CAMES en philosophie politique. C'est déjà la fin du débat du 12-15. Merci de l'avoir regardé et n'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.